Imaginez que vous achetiez une mine d'or pour près d'un demi-million de dollars et que vous découvriez que c'est un échec total. Ce scénario angoissant n'était pas une crainte hypothétique. C'était la réalité glaçante et brutale de Travis, un père célibataire dévoué, isolé sur une île oubliée dans les confins de l'Alaska. Son équipement soigneusement sauvegardé autrefois porteur d'espoir était en train de lui faire défaut, crachotant et s'étouffant sur la terre impitoyable. Son grand rêve, l'héritage qu'il envisageait pour ses enfants, se transforme rapidement en un cauchemar de dettes et de désespoir. Son argent durement gagné jusqu'au dernier centime des économies de toute une vie avait disparu avalé par la gueule insatiable de l'île de Porcupine. Il n'avait pas seulement besoin d'aide, il avait besoin d'un miracle. Il s'est avéré que ce miracle avait des noms. 2 noms synonymes de sauvetage de causes perdues et de découverte de fortunes cachées. Freddy Dodge et son inébranlable bras droit, Juan Ibarra. Ils étaient son dernier espoir désespéré sur cette île de rêve perdu. Au plus profond des étendues sauvages du sud-est de l'Alaska, se trouve un endroit dont on chuchote l'existence aux rares personnes qui le connaissent, un endroit que les habitants appellent l'île Porcupine. Elle ne figure pas sur la plupart des cartes marines ou des cartes touristiques. Cette île entourée d'une aura presque mystique est connue pour ses brumes soudaines et aveuglantes qui arrivent de l'océan comme des armées spectrales et pour une roche magnétique particulière qui fait tourner les boussoles les plus fiables comme si elles étaient possédées par une force invisible. C'est formidable de faire fonctionner cette usine pour la première fois, s'était dit Travis, un écho creux d'optimisme lorsqu'il l'avait acquise pour la première fois. Je suis resté dans un champ pendant 2 ans. Je n'ai jamais pensé que cela se ferait. Il était loin de se douter de la difficulté qu'il y aurait à l'assembler. Selon la légende, les quelques rares courageux qui ont osé s'aventurer près de l'île prétendent que celle-ci ne veut pas être trouvée repoussant activement les intrus avec ses défenses naturelles et ses phénomènes étranges. C'est une terre primitive dominée par d'anciens épichéas de Sitka dont les troncs colossaux sont noueux et marqués par des siècles d'hiver en Alaska. Ils sont si incroyablement hauts que leurs branches les plus hautes semblent rayer le tissu même du ciel, perçant le voile de brume et de nuages. En bas, le silence est si profond, si totalement dépourvu de sons humains, qu'il semble lourd pesant sur l'âme, amplifiant tous les doutes et toutes les peurs. C'est la scène désolée, magnifique et impitoyable, où Travis, un père célibataire, a décidé de risquer absolument tout ce qu'il avait. Travis n'était pas un magnat de l'exploitation minière habitué à naviguer dans le monde impitoyable des réclamations d'entreprises et des machines industrielles. À vrai dire, c'était un homme ordinaire, un père animé par un désir extraordinaire de forger un avenir sûr pour ses enfants, un avenir exempt des luttes qu'il ne connaissait que trop bien. Il a économisé jusqu'au dernier centime ses privés de luxe et a fait tous les sacrifices possibles et imaginables. Pendant des années, il a exercé 2 emplois exigeants endurant de longues heures et des quarts de travail épuisants, toujours concentrés sur ce rêve lointain. Puis, dans un acte de foi qui défie toute prudence, il consacre toutes ses économies, un montant stupéfiant de 475 000 $, à l'acquisition d'une concession aurifère isolée sur l'île de Porcupine. Il achète le terrain ainsi que tout l'équipement minier qui l'accompagne, un ensemble qui sur le papier semble parfait. Les anciens propriétaires, avec des sourires convaincants et des histoires bien ficelées, lui ont assuré que le terrain était riche en or, un véritable trésor qui n'attendait que d'être déterré. C'était censé être son billet d'or pour une vie meilleure, un héritage durable pour sa famille, une base sur laquelle ses enfants pourraient s'épanouir. C'est vraiment perdu pour de bon, s'était-il dit, en essayant de se convaincre que son rêve s'éloignait. Cela me rend plus confiant dans notre capacité à atteindre nos 25 onces d'or, avait-il dit, espérant que la conviction puisse conjurer la réalité. Mais l'île de Porcupine, dans sa sagesse ancestrale, garde ses secrets avec une féroce possessivité. Le sol même de l'île
est un cruel paradoxe géologique, un mélange traître d'ardoise dure, inflexible comme le granit, et d'argile bleue, incroyablement collante, une combinaison qui constitue le pire et le plus frustrant des cauchemars pour un mineur. Le temps capricieux et tempétueux peut se transformer en un instant. Un faible rayon de soleil pouvait filtrer à travers la brume, offrant une fugace illusion de chaleur. L'instant d'après, une pluie glaciale s'abattait avec une intensité brutale, transformant chaque sentier et chaque clairière en une étendue de boue glissante et traîtresse. Travis a découvert par une expérience amère et un désespoir croissant que cette terre ne cède pas facilement ses trésors. Il faisait tourner son usine de lavage jour après jour, l'alimentant pelleté après pelleté de cette terre dure et inflexible, ses espoirs grandissant et s'amenuisant à chaque cycle. Il brûlait un carburant précieux, perdait un temps précieux et voyait ses fonds s'évanouir. Le problème de fond était terriblement simple, mais insaisissable. L'or disparaissait. Il pouvait le voir de ses propres yeux dans ses bacs d'essai. Il y avait de l'or fin dans la terre en abondance qui scintillait de manière alléchante dans le bac. Mais lorsqu'il vérifiait anxieusement ses sluices à la fin de chaque journée, ils étaient presque entièrement vides. Il s'était dit « Il va falloir que tu ailles dans cette usine plus grande. » Mais cette pensée n'était qu'un membre fantôme. Oui, c'est vrai, mais pour cela, il y a pas mal de choses à faire. Il y a beaucoup de coûts à supporter. Avec les moteurs, les pompes l'acier, nous avons une estimation approximative d'environ 14 000 $, rien que pour le matériel. La machine, un énorme engin d'acier et d'hydraulique, a été explicitement conçue pour attraper le trésor. Au lieu de cela, elle le trahissait, laissant le précieux or s'écouler par l'arrière, se mêlant à toutes les roches et à la boue, sans valeur, dégringolant sans souci dans le tas de résidus. Au mieux, il capturait peut-être 30% de l'or présent dans le minerai. Ce n'était pas une entreprise rentable, c'était une mine en faillite tout simplement. Chaque jour d'exploitation, chaque gallon de carburant brûlé, chaque heure de travail, il ne faisait que creuser un trou de dette plus profond et plus inéluctable. Son rêve, jadis florissant, se tordait, se contorsionnait et se métamorphosait en un véritable désastre. Avec toutes ses économies envolées, évaporées comme la brume du matin, et ses espoirs qui s'évanouissaient d'heure en heure. Travis savait avec une certitude glaçante qu'il était au bout du rouleau. Il était un père célibataire seul et isolé sur une île lointaine, confronté à un problème d'1 demi-million de dollars qui menaçait d'anéantir son avenir et celui de sa famille. Il avait épuisé ses connaissances, ses ressources et ses forces. Il ne pouvait tout simplement pas régler le problème lui-même. Il avait besoin d'aide, et pas n'importe quelle aide. Il avait besoin de l'assistance des meilleurs spécialistes du secteur. Il a donc lancé un appel. Un Ave Maria, un appel désespéré, lancé dans l'immensité de la nature sauvage de l'Alaska. Il a contacté Freddy Dodge et Juan Ibarra, les légendaires gourous de l'or des noms, qui inspiraient le respect et la crainte dans la communauté minière. C'était un pari risqué, un pari né d'un pur désespoir. Il savait au plus profond de ses tripes qu'ils étaient son dernier et unique espoir de sauver l'avenir de sa famille, de l'empêcher d'être emporté à jamais par les courants capricieux de l'île de Porcupine. Maintenant, tout dépendait de la capacité de deux légendes chevronnées à conquérir une île qui semblait presque sensible dans sa détermination à faire échouer tous les hommes qui osaient la toucher. Nos deux professeurs sont là pour nous apprendre ce qu'est l'extraction de l'or, pensa Travis, une lueur d'espoir s'allumant dans sa poitrine. Le bourdonnement caractéristique des moteurs de l'hydravion résonne dans la baie brumeuse, s'amplifiant, jusqu'à ce que l'embarcation de Freddy et Juan se pose gracieusement, provoquant des ondulations sur l'eau miroitante. En montant sur le quai flottant, ils ont immédiatement ressenti le froid unique et pénétrant de l'île Porcupine.
Ce n'était pas seulement l'air froid, humide et lourd de l'odeur de l'épicéa et de la saumure, c'était aussi le calme profond, presque oppressant de l'endroit, un silence qui laissait entrevoir des forces invisibles et des histoires oubliées. Travis était là pour les rencontrer, la posture affaissée, le visage marqué par le stress, l'épuisement et le désespoir. C'était un homme à bout de souffle, une âme étirée jusqu'à son point de rupture. Il les conduisit sur le chemin boueux et sinueux, à travers un tunnel de sapins imposant jusqu'à son exploitation minière. Le site était une clairière brute, brutalement taillée dans la forêt dense et ancienne, toujours entourée de ces arbres colossaux qui semblaient veiller sur son malheur. Au cœur même de cette clairière se dressait la genèse de son problème, d'1 demi-million de dollars, l'usine de lavage. C'était une grande et imposante machine bleue, une installation de type trommel, conçue pour séparer l'or de la terre. Un trommel est à la base un mécanisme simple, un long tube métallique rotatif dont les côtés sont munis d'un tamis perforé. Le concept de fonctionnement est simple, on déverse la terre, et le gravier brut à l'une des extrémités, et un courant d'eau régulier est pulvérisé à l'intérieur. La combinaison de la rotation du trommel et des puissants jets d'eau est censée agiter et briser les saletés et l'argile les plus tenaces. Les petits cailloux, le sable et surtout l'or lourd tombent ensuite à travers le tamis sur les caisses à claire-voie situées juste en dessous. Il est certainement plus rapide de rénover la moitié de cette boîte à vannes que d'en construire une nouvelle, observera plus tard Juan, dont l'esprit pratique évalue déjà la situation. Je vais mettre toutes les nouvelles attaches d'angle, parce que vous voyez comment celle-ci est déjà tordue. Oui, monsieur, ce qui est soudé sur le dessus, c'est qu'une fois que tu auras utilisé un coin 3 ou 4 fois, ça va les casser. Il nous en faut donc 14. Pendant ce temps, les roches plus grosses et sans valeur, ainsi que les gros graviers, continuent leur voyage dans le tube, pour finalement sortir à l'autre bout, dans un tas de déchets. Il s'agit d'une conception courante, employée par d'innombrables petits exploitants miniers, mais, comme le dit Freddy Dodge, le diable est toujours dans les détails. Freddy Dodge possède une sorte de 6e sens étrange, presque surnaturel pour les machines d'extraction de l'or. Il a été immergé dans ce monde toute sa vie, ses mains sont tachées de boue et de poussière d'or. Son esprit est une vaste bibliothèque de connaissances mécaniques et d'intuition géologique. Il lui suffit souvent de regarder une machine, d'écouter son ronronnement, ou même de sentir les vibrations du sol pour savoir instinctivement ce qui ne va pas. Alors qu'il s'approche lentement et délibérément de l'usine de Travis, ses yeux aiguisés se rétrécissent, une intensité familière s'installe sur son visage. Il n'a même pas eu besoin de la voir fonctionner, ni d'entendre son grincement de protestation. Il a tout de suite vu le problème fondamental. L'angle n'était pas le bon. L'ensemble de l'usine massive était incliné de façon beaucoup trop prononcée. Travis, dans sa tentative sincère, mais mal avisée de maximiser l'efficacité, l'avait réglé sur un angle très descendant, pensant que cette pente agressive aiderait à laver le matériau plus rapidement et donc à traiter plus de saleté. Mais Freddy savait avec la certitude de dizaines d'années d'expérience qu'il s'agissait d'une erreur monumentale. Il l'a expliqué à Travis en termes simples et sans ambiguïté. Avec un angle aussi prononcé, l'eau et les roches se déplaçaient à une vitesse incontrôlée et vertigineuse. Ils volaient essentiellement à travers la machine propulsée par la gravité et la force hydraulique. L'or, qui est incroyablement lourd et veut naturellement se déposer, n'avait aucune chance. Il est censé tomber hors du flux d'eau et être piégé dans les rifts et les vortex complexes de la boîte à vannes. Au lieu de cela, il a fait de l'aquaplaning sautant directement au-dessus des radiers, emporté sans effort par le torrent d'eau par l'arrière et dans l'oubli. C'était, comme le dit si bien Freddy, comme essayer d'attraper une balle de baseball lancée à 160 km/h avec une passoire. Juan Ibarra, le maître fabricant et mécanicien,
Un homme dont les mains peuvent apparemment construire ou réparer n'importe quoi à partir d'acier brut et d'une simple volonté, s'est mis au travail en inspectant les os de la machine. « Je n'arrive pas à croire qu'il y ait autant d'or dans cette machine », s'exclame-t-il en tendant une bâtée. « Regardez ça, c'est juste sur le chariot, mais tu vois ça et c'est vraiment de l'or fin. Je ne m'attendais pas à en voir autant. » Il remarque rapidement d'autres problèmes qui corroborent l'évaluation initiale de Freddy. Les barres de pulvérisation à l'intérieur du trommel conçu pour briser la saleté étaient enchevêtrées. Certaines buses étaient complètement bouchées, obstruées par des années de sédiments et de corrosion. D'autres pulvérisaient de manière erratique dans la mauvaise direction, créant une éclaboussure chaotique et inefficace, au lieu d'une douche puissante et cohérente, nécessaire pour décomposer correctement cette fameuse argile bleue collante. Au lieu de désintégrer les amas, il ne faisait que créer des canaux d'eau qui permettaient à de grandes masses d'argile de glisser sans être touché tout l'or précieux, restant obstinément piégé à l'intérieur d'elle. Ils étaient confrontés à un double désastre. L'angle était trop raide, et le système de pression de l'eau était un désordre chaotique. Travis perdait de l'or de deux manières distinctes et catastrophiques simultanément. Freddy a effectué un rapide et décourageant essai dans les résidus, les déchets qui s'écoulent à l'arrière de la machine. En tourbillonnant doucement son bac, s'est illuminé d'une constellation scintillante d'or fin. C'est un spectacle déchirant une représentation tangible de la fortune que Travis a littéralement jetée jour après jour, semaine après semaine. Freddy regarde Travis, l'expression mêlée de sympathie et de sombre détermination, et prononce les mots qu'aucun mineur ne veut jamais entendre. « Ton usine ne fonctionne pas du tout, ce n'est qu'une grosse machine coûteuse à extraire de l'or. » Le diagnostic était brutal, sans concession et sinistre. Mais maintenant, et c'est essentiel, ils avaient un plan. Ils devaient réparer l'angle et ils devaient réparer l'eau. Cela semblait faussement simple, mais sur une île éloignée et isolée, avec des outils très limités, des matériaux rares, et une horloge implacable, même les réparations les plus simples pouvaient se transformer en monstres gigantesques qui détruisaient l'âme. La course contre la montre a commencé. Ne disposant que de 7 jours précieux pour redresser cette catastrophe d'1 demi-million de dollars, Freddy et Juan n'ont pas perdu une seule seconde. La première tâche et la plus difficile consistait à modifier l'angle de l'énorme station d'épuration. Il ne s'agissait pas d'un simple ajustement, mais d'une tâche herculéenne. Il fallait soulever, manipuler et repositionner avec précision l'ensemble de la machine de 20 000 livres. Sur un site minier normal et accessible, une grue aurait été apportée, ce qui aurait permis d'effectuer un tel déplacement en un rien de temps. Mais sur l'île de Porcupine, il n'y avait pas de grue, pas d'équipement de levage lourd, en dehors de la pelleteuse de Travis et de la seule force de leur ingéniosité. C'est là que les compétences extraordinaires de Juan Ibarra se sont véritablement révélées. Il dirigeait Travis dans l'excavatrice avec une grande précision, ses ordres étant clairs et autoritaires. C'était un ballet tendu et dangereux entre l'homme et la machine, une danse délicate impliquant un poids immense et un sol instable. Ils ont dû soulever méticuleusement l'avant de l'usine à plusieurs mètres du sol. Ensuite, Travis manœuvrant avec expertise le godet de l'excavatrice, ils ont minutieusement creusé la terre sous l'usine. L'objectif final était d'abaisser l'avant de la machine et de créer ainsi une pente beaucoup moins profonde et plus douce. Freddy avait imaginé un angle de seulement 2 degrés, une inclinaison minuscule à peine perceptible à l'œil nu. Mais dans le monde nuancé et physique de la récupération de l'or, ce changement minuscule ferait toute la différence. Il ralentirait l'eau juste assez pour permettre à cet or incroyablement lourd de tomber en suspension et d'être pris dans les radiers en attente, pendant que Juan et Travis se débattaient avec la machine gargantuesque grognant et se débattant contre sa masse inerte. Freddy s'est attaqué au problème tout aussi critique de l'eau. Il commença par arracher sans ménagement les vieilles rampes d'arrosage obstruées et inefficaces. Elles étaient irréparables et témoignaient d'une négligence et d'une mauvaise conception.
Nous ne savions pas comment elle allait fonctionner, mais elle fonctionne très bien. Rien ne nous arrête. Freddy avait un plan méticuleusement élaboré. Il allait construire un système entièrement nouveau à partir de zéro. Il devait créer ce qu'il a décrit comme un rideau d'eau, un mur solide et ininterrompu d'eau pulvérisée sous pression qui frapperait sans relâche chaque morceau de terre et d'argile entrant dans le trommel. Ce souffle puissant et uniforme, expliqua-t-il, ferait exploser cette fameuse argile bleue collante, libérant ainsi toutes les paillettes d'or emprisonnées. Mais construire quelque chose de nouveau sur une île éloignée et isolée présente un ensemble unique de défis. Il n'est pas possible de se rendre rapidement à la quincaillerie locale ou à l'entrepôt de fournitures industrielles. Chaque écrou, chaque boulon, chaque longueur de tuyau, chaque pièce d'acier doit être soit récupérée dans les maigres réserves existantes de Travis, soit ingénieusement adaptée à partir de ce qu'ils ont sous la main. Freddy et Juan avaient judicieusement apporté quelques fournitures essentielles, mais leurs ressources étaient limitées. Ils ont commencé à fouiller dans le tas de ferraille chaotique de Travis, un cimetière oublié de métal rouillé et de pièces mises au rebut, qui sous leurs yeux experts s'est transformé en un trésor de solutions potentielles. Ils ont déniché de vieux tuyaux divers raccords et de solides morceaux de métal. Jouant avec une intensité concentrée, a allumé son poste, a soudé son visage baignant momentanément dans la flamme brûlante d'un bleu blanc éclatant. Il a commencé à couper et à assembler les pièces avec la précision et le talent d'un maître du puzzle, façonnant la forme à partir de la matière première. Les heures s'égrènent en journées rythmées par le cliquetis régulier du métal et le ronronnement persistant des machines. Le travail est éreintant, implacable et physiquement exigeant. L'air de l'Alaska restait obstinément froid, mordant leur peau exposée, et la boue omniprésente semblait s'épaissir, s'accrochant à leurs bottes et à leur équipement. Ils ont travaillé sans relâche depuis les premiers rayons du soleil, jusqu'à ce que la dernière lueur disparaisse derrière les imposants sapins nourris par de grandes quantités de café et une détermination commune, inébranlable. Travis, pour la première fois depuis ce qui lui a semblé être une éternité, a travaillé à leur côté non seulement en tant qu'ouvrier, mais aussi en tant qu'apprenti enthousiaste. Une petite mais puissante lueur d'espoir, une chaleur qu'il n'avait pas ressentie depuis des mois, a commencé à s'allumer en lui. Il apprenait des maîtres les regardant transformer systématiquement son entreprise en panne et défaillante. Il a observé comment ils abordaient chaque problème redoutable avec une confiance calme, une précision méthodique et une richesse de connaissances accumulées. Il ne s'agissait pas seulement de réparer la machine, mais aussi d'adopter un état d'esprit entièrement nouveau, une philosophie de la récupération méticuleuse de l'or. Nous venons de découper les grilles pour le gabarit, lui explique Juan. Les grilles qu'il a sont en bois et elles sont toutes abîmées. En fin de compte, cela va l'aider à récupérer de l'or. Nous allons donc les souder, les descendre et les installer. Et, à la fin du 3e jour, le nouveau système de barres de pulvérisation prenait une forme impressionnante. Il s'agissait d'une véritable œuvre d'art née de la ferraille et de l'habileté de Juan en matière de fabrication. Il avait même ajouté une caractéristique spéciale et innovante, une buse à haute pression placée stratégiquement à l'extrémité du trommel. Freddy l'a affectueusement surnommée le collecteur de pépites. Elle a été conçue pour délivrer un dernier coup puissant à toutes les grosses pierres qui sortent du trommel au cas où elles cacheraient obstinément une petite pépite dans leur crevasse. C'est cette attention méticuleuse portée à chaque détail, cette recherche incessante de la perfection qui a véritablement distingué ces pros des amateurs. Ils ne se contentaient pas de résoudre les problèmes les plus flagrants. Ils anticipaient et traitaient de manière proactive toutes les possibilités de perte d'or en colmatant systématiquement toutes les fuites du système. Avec l'énorme machine enfin mise à niveau à son angle idéal de 2 degrés et le nouveau système d'eau révolutionnaire presque prêt pour le prime time, l'équipe a ressenti un élan de confiance, un sentiment d'accomplissement durement gagné.
Mais l'île Porcupine n'en avait pas fini avec ses cruelles surprises. Un autre défi de taille les attendait cachés au plus profond des entrailles de la machine, une dernière faille insidieuse. L'angle du trommel ayant été minutieusement corrigé et les nouvelles barres de pulvérisation efficaces ayant été installées, il était temps de s'attaquer au dernier élément critique du système de récupération de l'or, les sluice box. C'est là que l'on gagne vraiment de l'argent. Ces longues auges nervurées constituent la dernière ligne de défense, l'ultime piège dans la danse complexe de la séparation de l'or et des matériaux sans valeur. Freddy a jeté un coup d'œil dans les longues auges vertes et sa bonne humeur durement gagnée s'est brusquement évanouie. Il a vu quelque chose de terriblement fondamentalement erroné. Les boîtes à vannes étaient recouvertes d'un matériau commun appelé mousse de mineur, un tapis fibreux synthétique conçu pour piéger l'or fin. Par-dessus, un écran métallique appelé métal déployé était posé. Ce dispositif spécifique est censé créer une myriade de minuscules poches d'eau turbulentes, de minuscules remous et tourbillons qui piégeraient efficacement l'or lourd lorsqu'il s'écoule. Juan est en train de construire la nouvelle écluse pour cette zone, note Freddy. Je pense qu'il a eu le travail facile. Moi et Mike, nous avons le travail le plus difficile. Mais l'installation de Travis était un véritable désastre, un exemple typique de la façon de ne pas récupérer l'or. Le métal déployé qu'il avait utilisé n'était pas du tout le bon type. Les ouvertures étaient beaucoup trop grandes, et surtout le métal était trop élevé par rapport à la mousse du mineur. Au lieu de générer les turbulences douces et cruciales qui permettent alors de tomber, il créait de manière perverse une rampe lisse et sans entrave. L'or fin, au lieu d'être capturé, passait tout simplement par-dessus, aidé par le courant rapide. Pour aggraver l'erreur, le système avait été mal installé. Les bordes d'attaque du métal déployé étaient orientées dans le mauvais sens. Il aidait activement l'eau à pousser l'or hors de la boîte, ce qui allait directement à l'encontre de l'objectif recherché. Il s'agissait d'une autre erreur classique de débutant qui avait coûté à Travis une somme astronomique. Il s'agissait d'un défaut vraiment critique. Ils auraient pu perfectionner l'angle du trommel, obtenir la pression d'eau idéale avec les nouvelles rampes d'arrosage et effectuer toutes les autres réparations de manière impeccable. Mais si les sluice box n'étaient pas adaptés, ils perdraient encore la grande majorité de l'or, ce qui réduirait à néant tous leurs efforts antérieurs. Une fois de plus, ils ont dû improviser, et rapidement. Ils n'avaient pas de métal déployé neuf et correctement dimensionné, et ils ne pouvaient pas simplement le commander. Il faudrait des semaines, voire des mois, pour qu'une livraison atteigne cette île isolée. Ils ont dû faire fonctionner ce qu'ils avaient en pliant les matériaux existants à leur volonté. Freddy a pris une décision audacieuse et difficile. Ils allaient tout arracher, chaque pièce du métal déployée mal installée, et le réinstaller minutieusement pièce par pièce. C'était un travail fastidieux, frustrant et incroyablement laborieux. Ils ont dû arracher des centaines de mètres carrés du lourd écran métallique, chaque section étant incrustée de gravier tassé et de boue collante. Ils ont méticuleusement nettoyé tous les débris incrustés dans la mousse de mineur qui se trouvait en dessous. Ensuite, ils ont entamé le processus ardu et laborieux de remise en place, mais cette fois-ci, ils l'ont fait à la manière de Freddy. Ils ont soigneusement retourné le métal déployé pour s'assurer que le bon bord, celui qui accroche l'or, était orienté vers l'écoulement de l'eau. Le défi consistait ensuite à le faire descendre plus bas, plus près de la mousse, afin de créer ces radies vitaux qui piègent l'or. Il va être triste de voir partir cette vieille fille, plaisante Travis, essayant de détendre l'atmosphère. Mais ce qui est vieux est neuf. Juan, l'infatigable maître fabricant, a trouvé une autre solution ingénieuse sur place. Il a minutieusement façonné des douzaines de petites pinces métalliques personnalisées qu'il a dû fabriquer à la main à partir de ferraille pour maintenir le tamis contre la mousse, assurant ainsi un profil parfait pour la récupération de l'or.
Des heures d'efforts concentrés ont été nécessaires. Chaque clip devait être mesuré, coupé et plié avec une précision absolue. C'était un processus lent, douloureux et épuisant, mais il savait avec une conviction inébranlable qu'il était absolument essentiel au succès. Tandis qu'il travaillait, le climat omniprésent de l'Alaska décida de tourner sa formidable colère contre eux. Un vent froid et mordant balaya la clairière, hurlant depuis les montagnes environnantes et déchirant leurs couches de vêtements. Une bruine constante et glaciale s'est mise à tomber, transformant la boue déjà épaisse en un bourbier encore plus traître et glissant. Les outils devenaient glissants et difficiles à saisir, et leurs mains s'engourdissaient sous l'effet du froid. Travis les regardait travailler, un profond sentiment d'admiration l'envahissant. Il avait installé ce métal lui-même en suivant assidûment les instructions qu'il avait trouvées en ligne, convaincu qu'il l'avait fait correctement. Maintenant, en observant Freddy et Juan, il était le témoin direct de la différence profonde que font l'expérience et la compréhension approfondie. Freddy et Juan n'étaient pas seulement des mécaniciens ou des ouvriers, ils étaient au sens propre des scientifiques de la récupération de l'or. Ils possédaient une compréhension intuitive, mais profondément informée de la physique de l'écoulement de l'eau, de la dynamique hydraulique et du comportement précis de l'or dans un système de récupération. Des connaissances qui ne peuvent être accumulées qu'après des décennies d'essais et d'erreurs incessants, de réussites et d'échecs dans le creuset impitoyable des champs d'or. Après une autre longue et éreintante journée de dur labeur sous un ciel qui semblait désapprouver leurs efforts, c'était enfin chose faite. Les écluses ont été entièrement reconstruites, méticuleusement réaménagées à la perfection. Les nouvelles barres d'aspersion efficaces ont été installées et testées. L'énorme station de lavage a été parfaitement mise à niveau, son angle a été calibré avec précision. Chaque élément du système de l'alimentation initiale à la collecte finale avait été repensé, revitalisé et optimisé. Leurs 7 jours, leur course ardue contre la montre, était presque terminée. Le moment de vérité est arrivé. Il était temps de rouler sur de la vraie terre, de mettre leurs semaines de sang, de sueur et d'ingéniosité à l'épreuve. Il était temps de voir si leurs efforts inlassables avaient réellement porté leurs fruits, s'ils avaient vraiment arraché le rêve d'un demi-million de dollars de Travis à la mâchoire du désastre, ou s'il était, comme il l'avait craint, vraiment perdu pour de bon. Le destin de l'héritage d'un père célibataire est en suspens, reposant sur le cœur mécanique d'une machine récemment revitalisée, guidée par la sagesse de 2 légendes qui ont osé défier l'ancienne malédiction du Nil. Ils avaient sauvé sa mine, mais était-il normal que 2 experts lui donnent l'impression que c'était si facile après qu'il ait lutté si longtemps? La réponse, bien sûr, ne réside pas dans la facilité, mais dans l'expertise, le genre d'expertise que l'on acquiert uniquement au cours d'une vie consacrée à la compréhension des secrets les plus précieux de la Terre.